Donc, bismillah, chers collègues, chers amis, cher Dr Aboulfadl Zine El Abidine, on vous remercie pour votre participation à ce webinaire sur la vie hyperactive qu'on organise en collaboration avec notre fidèle partenaire, les labos Cooper, qu'on remercie vivement au nom de Sir Qadiri, Jalal et toute l'équipe. L'item d'aujourd'hui est la vie hyperactive. Il est choisi par les membres du groupe du sa fréquence. C'est un item qui intéresse plusieurs spécialités. On l'a choisi aussi parce que c'est un syndrome tabou, surtout chez les femmes qui pensent que c'est une maladie honteuse. Et de ce fait, il ne fait l'objet de diagnostic et d'investigation que très tard. Sans oublier que ce syndrome a un impact sur le confort du patient et sur la vie intime. Pour débattre tous ces aspects, on a invité notre ami, Dr Zine El Abidine Aboulfadl, qui est urologue de renommée à Agadir, et il a une formation urologique pleine d'ambition et de dynamisme. Il a partagé l'expérience de plusieurs experts anglo-saxons, chinois, asiatiques, sans rester cloisonné dans les formations francophones. Il est dynamique dans son association des urologues du Sud, dont il est président. Je le félicite et je le salue, je le remercie pour tous ses efforts pour la formation continue. C'est un grand ami à notre groupe. Et merci beaucoup. Et sans tarder, je passe la parole à Sir Qadiri. Sir Qadiri. Oui, je suis avec vous. Si vous pouvez activer la caméra. Bonsoir tout le monde. Ça fait un énorme plaisir d'être parmi vous, encore une fois, le groupe des médecins du SOUS. Docteur Aboulfadl, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et l'invitation du groupe des médecins du SOUS pour animer ce webinaire. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvé en présentiel. Les conditions imposent une distanciation. نتمنوا ربي يرفع هذا الوباء rapidement parce qu'on a envie de se toucher, de se voir et d'être ensemble et de partager de vive voix nos sentiments chaleureux que Dieu seul sait sa profondeur. نتمنوا الشفاء العاجل لجميع المرضى. نترحموا على جميع أموات المسلمين وخاصة الأطباء منهم. Sans plus tarder, Dr Aboulfadl, je vous dis Wang Shang Hao. C'est bien prononcé? Absolument. Donc, je vous souhaite une très belle soirée à vous tous et merci encore une fois. Bonsoir tout le monde, merci à tous les médecins qui sont membres du groupe des médecins de SOUS pour l'invitation et un grand merci au laboratoire Cooper qui a organisé cette soirée. Donc, on va s'attaquer à un sujet assez important qui concerne la vessie hyperactive. Donc, on va partager l'écran pour commencer la présentation. Parce que si vous le voyez maintenant. Parfait, docteur. Vous mettez juste le plein écran. Le plein écran. Parfait, c'est bon. Donc, là, on va commencer par une définition de est-ce qu'il est? Bon, on va revenir dans la définition, il a disparu, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais la définition, ça regroupe une urgenturie. Donc, les symptômes les plus fréquents, ce sont ça se définit selon la continence internationale, la International Society of Continence, qui a défini les vessies hyperactifs par la présence de 3 symptômes prépondérants qui sont l'urgenturie. L'urgenturie, bien sûr, c'est un mot qui n'existait pas en français avant, mais ça a été repris de l'anglais, l'urgency. Et donc, généralement, c'est les impériosités qui conduisent le malade à aller très souvent aux toilettes. Et l'exemple le plus fréquent, c'est quand le patient arrive chez lui et avant de mettre la serrure, il a déjà envie de faire pipi et courir aux toilettes. C'est un besoin qui est soudain d'uriner et très difficile à différer.
Il s'accompagne de la polacurie qui se définit par un nombre de mictions supérieur à 8 par jour. Et ces symptômes diurnes, soit diurnes ou nocturnes, dans ce cas-là, si ça arrive la nuit, ça s'appelle la necturie et donc il peut être accompagné au nom de fuite urinaire et l'incontinence urinaire. Donc la prévalence de l'hyperactivité vésicale, donc sur un questionnaire de 8842 qui sont analysés, il y avait 14% de ces patients qui présentaient une hyperactivité vésicale. Et que la prévalence chez les femmes, c'est un peu plus que chez les hommes, 59%, ça c'est une étude française, et 41% chez les hommes. Et donc ça augmente avec l'âge. Il y a des facteurs qui sont associés comme l'obésité, la colopathie fonctionnelle, ou l'intestin irritable, l'infection urinaire, l'énurésie dans l'enfance, la constipation, l'anxiété, la dépression, des maladies neurologiques, des pathologies rachidiennes, l'apnée du sommeil, l'asthme, l'urocopathie chronique, le diabète, l'hypertension. Et donc, il y a pas mal de facteurs qui accompagnent cette condition. Donc, pour rappeler un peu la physiologie de la miction, donc, il y a deux phases. La phase de remplissage qui doit se faire de façon optimale avec une continence parfaite et des mictions volontaires et complètes. Tout doit se faire à basse pression. Donc, il n'y a pas d'hyperpression dans la vessie. Donc là, il y a deux phases. La phase de remplissage, ça se fait avec un vessie très relâché. Et le remplissage se fait avec un l'urètre fermé, avec un sphincter qui est fermé. Pendant la miction, donc, il y a un relâchement du sphincter et une ouverture de l'urètre, et puis une contraction du trésor. Tout ça, c'est un synchronisé qui doit se passer aussi avec une basse pression pendant cette période. Le remplissage, donc on va revenir au remplissage, ça se passe aussi, il y a une commande au niveau du centre nerveux, il y a le centre qui est situé au niveau du pont, et donc il y a deux systèmes qui contrôlent la miction. Il y a le système sympathique qui relâche, et donc il y a une inhibition du système parasympathique qui va mettre le détruseur au repos. Et l'activation du système neurologique somatique, c'est-à-dire la volontaire qui va garder le sphincter fermé pendant cette période de remplissage. Donc, si on voit ici, c'est donc le parasympathique, il est représenté par le nerf hypogastrique qui inhibe la contraction de la vessie, alors que le nerf pelvien, il représente le parasympathique qui est responsable, bien sûr, de la contraction du trésor et la vidange de vessie. Tout ça est synchronisé avec le système nerveux volontaire, donc qui est le nerf podental qu'on appelait autrefois le nerf honteux. Donc ce nerf-là, il relâche le sphincter pour permettre une miction. Pendant la phase de vidange, c'est ce que je viens d'expliquer, et le pont, donc il va stimuler la voie parasympathique et inhiber le sympathique, donc égale l'inhibition du sympathique, c'est une contraction du trésor, et l'inhibition du nerf pudendal qui va ouvrir le sphincter, et donc le vidange se fait de façon normale. Ça, c'est des schémas pour représenter ce que je viens de dire pendant la correction. Donc, qu'est-ce qui cause la vessie hyperactive? Donc là, soit le problème se passe au niveau de la phase de remplissage ou à la phase de vidange. Donc pendant le remplissage, il y a soit des causes intravésicales. Bon, ça c'est les causes. Toujours, il faut chercher les causes secondaires avant de conclure à une hyperactivité vésicale idiopathique qui n'a pas de cause apparente. Mais on va voir avec les recherches actuelles, il y a quand même des éléments, toujours quelque chose de sous-jacent à cette condition. Donc là, le remplissage, pendant la phase de remplissage, va causer des symptômes d'irritation au moment du remplissage de la vessie, comme les infections, les corps étrangers, les tumeurs, les calculs, les maladies neurologiques sous-jacentes, une hyperactivité secondaire et une obstruction, parce qu'on va voir que l'hyperactivité vésicale chez les hommes, c'est généralement associé à l'adénome de la prostate, une obstruction du col de la vessie. Et l'hyperactivité idiopathique, ça, quand on ne trouve aucune cause apparente,
qui explique cette condition, où il y a les troubles de la statique pelvienne avec les prolapsus et donc de toutes sortes de prolapsus cystocèles, électrocèles, rectocèles, etc. Et les insuffisances sphinctériennes. Ça, c'est une insuffisance qui va s'accompagner bien sûr avec une incontinence. Pendant le vidange, donc chez la femme, c'est généralement iatrogène après une chirurgie du prolapsus, un col très serré par une bandelette, une sténose urétrale qui est très rare chez la femme et l'hypocontractibilité du trésor. Chez les hommes, c'est toujours, comme j'ai dit, c'est une obstruction au niveau soit de l'adénome, soit le col serré, soit une sténose de l'urètre ou une hypocontractibilité du trésor. Il y a aussi les causes neurogènes, ça c'est commun aux hommes et aux femmes, c'est les lésions cérébrales, maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens, etc. Donc le syndrome de la queue de cheval, avec toutes les maladies qui causent ça, la spina bifida, le diabète et les lésions iatrogènes, chirurgicales par exemple. Il y a des conditions qui aggravent ça. Donc, les troubles neurologiques tels que les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, l'excès de poids, les médicaments qui causent une augmentation rapide de la production d'urine, comme les diurétiques, les infections des voies urinaires, les anomalies de la vessie telles que les tumeurs et les calculs, les hypertrophies prostatiques, la consommation excessive de caféine, de l'alcool. Il y a une diminution, donc le vieillissement, vous voyez, ça s'accompagne toujours avec des maladies, des troubles cognitifs comme les maladies d'Alzheimer, Parkinson, etc. Ou les déficits en oestrogène chez la femme ménopausée. Donc là, en général, on voit comment ça se passe une vessie hyperactive, c'est-à-dire même un petit remplissage. Et le système, le réflexe se déclenche même à ce petit. Donc, ça va vers les centres nerveux, ça va activer donc, le système sympathique et donc va déclencher une miction prématurée. Donc ça c'est généralement, c'est ça l'urgenturie qui peut s'accompagner d'une incontinence. Il y a donc l'incontinence qui accompagne les hyperactivités vésicales. Donc, il y a trois types en général, mais on va parler encore d'une quatrième qui est récente. L'incontinence urinaire, c'est une perte, est définie comme une perte involontaire d'urine. Et il existe plusieurs formes. Donc, la forme d'incontinence par urgenturie, c'est ça qui accompagne généralement l'hyperactivité vésicale et qui se manifeste par des fuites involontaires d'urine accompagnées ou immédiatement précédées par l'urgenturie. L'incontinence d'effort, c'est ce qui arrive donc chez certaines femmes qui ont des hypermobilités de l'urètre, donc qui va induire une perte d'urine lors de l'effort, soit l'éternuement, la toux, ou le rire, ou tout effort qui augmente la pression intra-abdominale va déclencher l'incontinence de l'effort. Il y a bien sûr des incontinences urinaire mixte, où il y a un mélange de tout, un petit peu d'urgenturie, un peu de l'incontinence de l'effort. Et donc, c'est une plainte d'une perte d'urine involontaire lors d'une urgenturie ou lors d'un effort. C'est un éternuement ou tout. Donc, c'est généralement comme ça qu'il y a beaucoup de chirurgie qui se solde par un échec à cause de ça, parce qu'on répare l'incontinence d'effort et là, l'incontinence par l'urgenturie va réapparaître. Il y a la quatrième qui est très récente, ça s'appelle l'incontinence fonctionnelle. Ça se manifeste surtout chez les gens très âgés et qui ont un problème, soit qu'ils ont une mobilité qui est très, très réduite, donc quand ils ont le besoin, ils n'ont plus le temps d'arriver jusqu'aux toilettes, ou qu'ils ont un problème de dextérité manuelle. Avant d'arriver, d'ouvrir sa braguette, il a déjà fait pipi dans. Donc, ça, c'est un problème surajouté à ces trois variétés d'incontinence. Donc, on va en parler encore à la fin pour les caractéristiques chez le sujet âgé. Donc, c'est ça comment le chevauchement de ces trois types d'incontinence. Il y a l'incontinence par l'hyperactivité, où il y a les trois symptômes, l'argenturie, polacurie, nicturie. Et ça, c'est la partie qui correspond à l'incontinence
par l'urgenturie pure. Il y a l'incontinence d'effort qui vient bien sûr se chevaucher à l'hyperactivité vésicale, et donc là, il y en a un endroit qui est commun aux deux autres, où les deux se chevauchent. Donc, qu'est-ce qu'on demande comme bilan face à une hyperactivité vésicale? Il faut examiner le malade, l'examen abdominal, les organes génitaux, les touchés pelviens. Il faut faire un examen neurologique parce que c'est une condition qui est généralement associée à des troubles neurologiques. Donc, il faut toujours les chercher s'il y a des troubles sous-jacents. Et faire, bien sûr, les analyses, le test de laboratoire, l'analyse d'urine. Il faut voir surtout la glucosurie, le trouble électrolytique, le PSA chez les hommes. Et il faut faire un calendrier mixionnel. On va vous montrer un petit exemple de calendrier mixionnel. C'est-à-dire, il faut voir le volume urinaire évacué donc chaque heure. Donc, et le besoin, la sensation de besoin aussi, c'est gradué en fonction de degré de gravité de 0 à 4. Et les fuites urinaires, il faut aussi les marquer, le changement de protection, les boissons, le volume et le type, c'est du café, c'est du thé, c'est de la tisane, c'est de l'eau. Et donc, il faut toujours avoir un calendrier mixionnel dans cette affection. Dans la population masculine, comme j'ai mentionné au début, est toujours associé à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, à force d'avoir ces syndromes obstructifs au long cours, ça va déclencher l'hyperactivité vésicale secondaire. C'est des modifications de la structure de la vessie et de la structure musculaire de détrusor. Et ça coexiste souvent avec des signes d'atteinte des voies urinaires inférieures, et donc souvent en traitement par un alpha-bloquant, donc l'hyperactivité vésicale va persister malgré le traitement de l'obstruction infravésicale. Ou parfois, quand on fait une chirurgie, donc ça va persister malgré tout, parce que c'est un deuxième symptôme qui va émerger une fois que l'autre est corrigé. Il y a les chevauchements des signes de l'obstruction infravésicale et l'hyperactivité. L'incidence donc de l'obstruction infravésicale et l'hyperactivité vésicale augmente avec l'âge, et chez les hommes, sans une relation bien définie a été bien établie, jusqu'à 40% des hommes présentent une obstruction intravésicale, continuent à souffrir de l'hyperactivité après la correction chirurgicale de leur obstruction. Donc, une hyperactivité du détrusor et des symptômes d'hyperactivité vésicale peuvent s'accompagner d'une obstruction ou lui être secondaire. Donc, soit qu'ils coexistent, soit que l'hyperactivité vésicale est secondaire. C'est une conséquence de l'obstruction du col de la vessie. L'association anticholinergique alpha-bloquant est bénéfique chez certains patients qui présentent les deux symptômes, donc l'une est liée à l'autre. Quand est-ce qu'il faut demander un bilan urodynamique? Donc, chez la femme, l'urodynamique n'est pas utile pour le diagnostic d'une incontinence urinaire féminine qui demeure un diagnostic clinique. Mais avant toute chirurgie d'incontinence urinaire d'effort pur, donc on n'a pas besoin non plus. L'évaluation de la vidange vésicale, la mesure de débit maximum et la mesure du résidu est recommandée, mais sans faire de bilan urodynamique complet. En présence d'une incontinence urinaire d'effort pur sans autres symptômes cliniques associés, un bilan urodynamique complet n'est pas obligatoire, mais permet d'aider à établir un pronostic et informer la patiente sur le fonctionnement vésico-sphinctérien. Ça peut être utile, mais pas toujours. Un examen urodynamique complet est par contre recommandé pour explorer une incontinence urinaire complexe ou compliquée. Et ceci, donc principalement, on va voir les cas qui ont l'antécédent de chirurgie de l'incontinence urinaire. S'il y a une incontinence urinaire sévère, où il faut bien sûr faire la part des choses, ce qui revient à l'hyperactivité, ce qui revient à l'effort, ce qui est mixte, ce qui est aussi insuffisance sphinctérienne, de la réduction de la capacité. S'il y a une microvessie, il faut le faire aussi parce que donc là, il faudra même, on va voir à la fin comment on traite ces microvescies.
des suspicions d'obstruction de l'hypocontractibilité vésicale, l'échec d'un traitement de première ligne. Donc ça, ça représente des indications à faire un bilan urodynamique. Le bilan aérodynamique est fait bien sûr en position assise pour permettre la miction et au possible sur une chaise de débimétrie. Il y a deux sondes, une qui mesure la pression intravésicale et une qui mesure la pression intra-abdominale. Donc une sonde va être dans la vessie, une autre dans le vagin chez la femme ou dans le rectum chez les hommes. Donc, s'il n'y a pas de contraction involontaire du trésor pour obtenir impérativement une miction, donc il faut faire des tests de provocation ou il faut laisser le patient tout seul parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça en présence de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça, on remplit la vessie, il y a une phase de remplissage. Et donc, on va injecter de l'eau. Il faut de préférence à une température proche du corps humain, de la température du corps, pour ne pas déclencher des contractions dues à l'eau froide. Et on mesure la pression, bien sûr, au remplissage, et on va noter les besoins à chaque niveau et faire un vidange et chaque fois noter les anomalies à chaque étape. Étape remplissage, étape vidange et on mesure la pression abdominale, la pression intravésicale. Il y a la pression du trésor. La pression du trésor, c'est égal à la pression abdominale moins la pression de la vessie. C'est une notion qui est induite. Donc, comment dire, on l'a déduit on n'a pas de mesure réelle du trésor, mais c'est une soustraction d'une pression de l'autre. Donc, les critères d'indication d'un bilan aérodynamique avant une chirurgie de désobstruction, ça c'est plutôt chez les hommes, il y a 3 recommandations. La recommandation européenne, américaine et française. Donc, chez les Européens, donc, on demande un bilan urodynamique chaque fois qu'il y a un échec de traitement de désobstruction, s'il y a une impossibilité d'uriner, plus que 150 ml, s'il y a un résidu post-mictionnaire supérieur à 300, s'il y a un débit maximum en débimétrie qui ne dépasse pas les 10 ml secondes, et s'il y a des troubles de la vidange. Troubles de vidange chez les sujets âgés supérieurs à 80 ou chez les jeunes de moins de 50 ans. Chez l'Association américaine d'urologie, si chaque fois qu'il y a un doute diagnostique, on demande un bilan urodynamique. L'association française, donc, il demande un bilan urodynamique devant chaque fois qu'il y a une hypocontractibilité du trésor avec association hyperplasie bénigne de prostate et vessie neurologique. Ça, c'est un exemple de manométrie, de cystomanométrie, on voit les besoins. Ça, c'est la phase de remplissage, tout ça. La vidange, ça vient après. Donc là, il y a on note des augmentations brutales un peu de pression au moment du remplissage. Ça montre aussi que la vessie est très sensible. Et ça peut aussi, au moment du vidange, ça va être des spikes très importants. Les vidanges, parfois, qui déclenchent carrément l'incontinence, voire une perte d'urine pendant l'examen. Qui sont les thérapeutiques des vessies hyperactives? Donc, on va voir, généralement, il y a un traitement conservateur qui va déjà s'attaquer au problème d'excès de poids. Il faut abandonner le tabac, il faut diminuer la consommation de caféine, il faut diminuer l'apport hydrique et il faut diminuer aussi la consommation d'alcool, les modifications de l'alimentation, en évitant surtout la constipation. Et il y a les thérapies comportementales, donc on va faire l'exercice de Kegel, l'exercice qui vous montre comment raffermir les muscles du plancher pelvien en contractant les muscles qui soutiennent la vessie. Donc, il faut le faire à plusieurs reprises, donc il faut entraîner le patient à faire cet exercice. Il faut faire une miction horaire, c'est ce qu'on a vu pour le catalogue mictionnel. Il faut faire de la rééducation vésicale.
Pour le traitement pharmacologique, il y a, premièrement, ce sont les agents antimuscariniques ou anticholinergiques qui offrent une diminution médiane des signes de l'hyperactivité vésicale comprise entre 70 et 80%. Les antimuscariniques sont indiqués dans l'hyperactivité, ont un niveau d'évidence prouvé, donc tel que le niveau 1, qui a été évalué par une communauté d'experts international en consultation sur l'incontinence, donc les ICE. Les antimuscariniques agissent sur les sous-types de récepteurs muscariniques responsables de la contraction des nutrisors de la vessie, mais ils sont également partout dans le corps humain. Donc, il y a des récepteurs similaires situés sur plusieurs organes. On va voir, ça va expliquer les effets indésirables liés à ces médicaments. On va voir une sécheresse ou une sécheresse de l'œil avec une vision un peu trouble. On va voir sur le cerveau la confusion, les hallucinations. Et on va voir que certaines études ont montré que l'utilisation plus que 3 ans peut déclencher des problèmes de démence sénile chez les sujets âgés. La bouche aussi, c'est la sécheresse de la bouche, la constipation, les flushs pour la peau et pour la vessie, il peut y avoir des rétentions d'urine. Donc, il faut éviter de les donner en monothérapie chez les sujets qui présentent une obstruction vésicale. Donc, les contre-indications absolues donc pour les anticholinergiques ou les antimuscariniques, c'est la rétention d'urine, c'est la rétention gastrique, la mauvaise vidange gastrique, le glaucome à angle étroit, donc non maîtrisé, non traité, la dialyse. Donc, ça, c'est des contre-indications absolues. Contre-indications relatives, vous avez le glaucome à angle étroit mais maîtrisé par le traitement, ralentissement de la motilité gastro-intestinale, les obstructions de vessie qui sont aussi traitées, les interactions, il faut éviter les interactions avec des médicaments qui ont aussi un potentiel anticholinergique, comme les antidépresseurs, les neuroleptiques, tout ça. Et chez les sujets âgés, il faut être très, très méfiant pour l'utilisation des anticholinergiques. Donc, leur effet, c'est une diminution des contractions du trésor. Leur action, donc, elle vient dans la partie vidange plus que partie remplissage. Les produits qui sont disponibles chez nous au Maroc, il y en a 3 que j'ai notés ici en jaune. La oxybutyninine, 5 mg, il y en a la toltérodine qui est 2 ou 4 mg. Je pense qu'il n'y a que le 4 mg au Maroc. Il y a la solifinancine qui est 5 ou 10, il y a aussi que le 5 qui est disponible. Ça, c'est une prise unique. Pour la toltérodine aussi, c'est une prise unique. L'oxybutyninine, ça se donne sur 3 prises, donc soit un demi-comprimé, soit 3 comprimés, selon l'intensité du trouble. Donc, il y a d'autres produits qui sont mis sur le marché, mais qui n'existent pas encore chez nous. Ce sont les agonistes des récepteurs bêta-3. Donc, ils provoquent un relâchement du trésor lors de la phase de remplissage. Ça, c'est ces gens qui ont un déclenchement de l'envie d'urinaire à des petites doses d'urine. Donc, ça, c'est très utile car ils augmentent la capacité de don de la vessie et donc ils augmentent par conséquent la capacité de retenir les urines. Donc là, ce sont des agonistes des récepteurs bêta-3 qui sont situés plutôt vers le dôme de la vessie. Et on a les antimuscariniques, ce sont les récepteurs de l'acétylcholine qui sont des inhibiteurs de ces récepteurs. Donc, soit on active le sympathique ou on désactive le parasympathique par les antimuscariniques. Les agonistes bêta-3 adrénergiques, ils ont des contre-indications absolues, c'est les femmes enceintes, les enfants et les patients qui ont une insuffisance rénale au stade terminal ou une insuffisance hépatique grave, des patients aussi qui ont des hypertensions graves non contrôlées, supérieures à 180 pour la systolique ou supérieure à 110 pour les diastoliques.
Bon, quand est-ce qu'il faut référer un patient? Donc, chaque fois qu'il y a des antécédents de chirurgie d'incontinence pelvienne, irradiation pelvienne, une infection neurologique, possibilité de fistule, hématurie en absence d'infection, diagnostic incertain, échec de traitement, si les symptômes persistent, donc avec des difficultés mictionnelles, un résidu post-mictionnel très élevé. Dans ces cas-là, il faudra les référer à un spécialiste. Les particularités de traitement de l'hyperactivité chez le sujet âgé. Donc, dans cette population, on note la prépondérance des troubles comportementaux. Le cas nombre d'incontinence urinaire mixte, le trouble de mobilité, les troubles anorectaux associés donc type fécalome, des troubles de vidange, l'hypertrophie de prostate, l'hypoactivité vésicale. Donc, la notion dont j'ai parlé au début de l'incontinence fonctionnelle, c'est-à-dire des patients qui ont une incontinence en plus due à leur mobilité réduite, à leur troubles cognitifs, à leur manque de dextérité, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le temps d'aller aux toilettes ou ouvrir donc enlever son pantalon, déjà il a déjà fait pipi dans. Le problématique de la tolérance est souvent au premier plan, notamment vis-à-vis du risque de troubles de la fonction supérieure. Les traitements les mieux tolérés doivent être privilégiés, bien sûr, dans ces cas de sujets âgés. Il faut faire de la autorééducation, il faut faire la stimulation de nerfs tibiales, les bêta-adrénergiques, la supplémentation en hormones locales, les probiotiques, selon les conditions. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des vessies hyperactives réfractaires? Donc, soit qu'on combine les traitements pharmacologiques, soit qu'on va à des traitements encore plus interventionnels, comme le botox intradutrusor, intravisical, où on fait la neuromodulation des racines sacrées. Et les formes extrêmes, bien sûr, ça va aller jusqu'à l'augmentation de la vessie, l'entérocystoplastie d'augmentation, qui est un traitement chirurgical très, très agressif. Donc, l'injection de Botox consiste à injecter sur une trentaine, quarantaine de sites dans la vessie en utilisant un cystoscope flexible avec une aiguille, et on injecte, selon les cas, entre 100 unités jusqu'à 200 unités parfois. Et le problème de ces traitements, c'est qu'ils sont très efficaces, mais ils sont déjà des traitements interventionnels. Il y a le risque de la rétention. Et donc, le patient doit être averti que si jamais il y a des rétentions, qu'il doit être éduqué pour l'autosondage. Avant de proposer ça, il faut discuter cette condition avec le patient. Il y a les neuromodulations des racines sacrées. Ça consiste à stimuler les racines S2, S3, S4. Donc, on a au début de façon temporaire, avant de faire l'implantation définitive d'un stimulateur. Donc, ça consiste à stimuler directement ces racines sacrées de S2, S3, S4, impliquées dans l'innervation vésicale et périnéale, permettant la modulation de la contractibilité et la sensibilité du périnée et de la vessie. Il nécessite l'implantation d'un boîtier d'électrostimulation en région sous-cutanée abdominale ou fessière. L'avantage de ce traitement, c'est qu'il n'entraîne pas de rétention d'urine comme pour le Botox. Il peut améliorer les symptômes périnéaux éventuels, la constipation, l'incontinence anale, les douleurs. Et ses principaux inconvénients sont le risque infectieux lié à l'implantation du corps étranger et son coût très important, c'est 14 000 €, je pense, le boîtier. Et des pannes pouvant imposer des révisions chirurgicales pour changement d'une ou de tout le dispositif, une partie ou tout. Et il y a une autre forme de neuromodulation qui est moins agressive, qui est la neuromodulation tibiale postérieure, qui consiste en une stimulation électrique transitoire répétée du nerf tibial postérieur par voie transcutanée, et grâce à 2 électrodes posées sur le bord interne de la cheville. L'appareil est programmé pour délivrer une stimulation électrique pendant 20 minutes, et ceci étant répété tous les jours pendant au moins 3 mois. Donc, l'effet sur l'urgenturie, généralement, ça commence déjà à 15 jours. Le nerf tibial, donc, il est issu des racines nerveuses lombaires et sacrées, L4 et S3, et impliqué dans l'innervation du périnée et de la vessie. Sa stimulation donc,
peut interférer avec les mécanismes de régulation du réflexe mictionnel, ainsi influencer le comportement vésical. Il y a les avantages de ces traitements qui n'a pas ou peu de contre-indications comme la grossesse et le pacemaker. Si vous avez un pacemaker ou la femme enceinte est contre-indiquée et que les effets indésirables sont rares. En revanche, on dispose de moins de preuves scientifiques sur l'efficacité de la neuromodulation des racines sacrées ou de la toxine, hein, sur la toxine. Donc là, c'est le boîtier qui est posé par 2 électrodes séparées. Et donc là, ça fait 20 minutes ou 30 minutes de stimulation sur une période de 3 mois et ça donne de très, très bons résultats. Et puis surtout, il n'est pas invasif du tout. Il peut se faire à domicile. Les traitements chirurgicaux, c'est l'entérocystoplastie d'agrandissement ou une dérivation urinaire. Le recours à ces traitements chirurgicaux est lourd et donc pour traiter l'hyperactivité vésicale idiopathique, il est devenu très, très exceptionnel. Et le traitement chirurgical en cas d'échec des traitements donc de la première, deuxième, troisième intention, donc l'entérocystoplastie d'agrandissement qui consiste à mettre une once intestinale pour agrandir la vessie, donc diminuer la pression à l'intérieur de la vessie. C'est très utile dans les micro-vessies, post-tuberculose, post-bilharziose, pour diminuer la pression. Ça donne des résultats dans ces cas-là, mais il ne faut pas le privilégier, ce traitement, vu qu'on a d'autres alternatives. Donc, avant d'aller aux implications pratiques, pour dire ce qui se passe actuellement dans le domaine de la recherche, c'est qu'on essaye d'étudier comme on a fait pour le probiote intestinal, le probiote urinaire. Donc, et ce on a trouvé, c'est qu'il existe des germes dans les urines qui ne sont pas détectés par le CBE ordinaire. Et quand on fait des formes un peu plus avancées, donc des formes de milieux très enrichis, on trouve qu'il y a quand même des germes et donc des traitements. Ceci c'est encore dans le domaine de la recherche qu'un traitement antibiotique peut améliorer la situation dans certains cas en absence de germes. Donc ça, il y a tout un projet qui commence maintenant à se faire, c'est le projet de microbiote partout. On fait des collections de germes, comme on a fait pour le génome humain, on fait maintenant pour le microbiote humain. Tout ce qui est comme germes dans la bouche, dans le nez, dans le tube digestif, dans les urines, partout. Donc ça, c'est ce qui est en dernier. Revenons donc à l'implication pratique de tout ce qu'on a dit, c'est que le syndrome de la vessie hyperactive est un syndrome clinique dont le diagnostic se pose sur la base des symptômes sans qu'un bilan urodynamique préalable ne soit indispensable, que les changements diététiques sont très importants, que la physiothérapie périnéenne d'entraînement vésical constitue un des traitements très efficaces et que les traitements anticholinergiques restent les traitements médicamenteux de première ligne et qu'il existe des traitements alternatifs ou complémentaires comme les bêta-3 adrénergiques, que l'injection intravésicale de toxines botuliniques, la neuromodulation est une option thérapeutique disponible de l'hyperactivité vésicale idiopathique et pour les patients qui ne répondent pas au traitement conservateur. Donc voilà, on est arrivé à terme de cette présentation et donc on est prêt si vous avez des questions concernant la présentation ou un peu plus, l'approfondir un peu plus. À vous, Dr Simon. Pardon d'intervenir, Dr Simon, je prendrai 2 secondes si vous le permettez. D'accord. C'est pas de donc. Oui, si juste je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est juste une proposition avant l'intervention de Dr Simon. Oui. Puisque là, le groupe, on se manque de se voir. Moi, je propose qu'à la fin, que tout le monde active sa caméra. Absolument. Et qu'on fasse une photo de groupe. À la fin. On peut y aller. À la fin, à la dernière question, on active les caméras pour ceux qui veulent. Et comme ça, on fait une photo de groupe. Je vous donne la main, Dr Simon, pour les questions. Merci, Khadiri. Merci, Sibou Fadl. Donc, merci, Dr Abou Fadl, pour cet exposé qui est riche, explicite, qui a permis de soulever le problème de cette vessie hyperactive.
et sa prise en charge qui est en général tardive, parfois elle est même pas non traitée, ce qui peut engendrer des problèmes émotionnels pour la personne qui ne cherche en général pas de l'aide en général. Par conséquent, cette vicie hyperactive a une influence sur le travail, sur la vie sociale, sur le sommeil et sur les relations intimes de la personne. Donc, moi, j'ai une question à vous poser, si vous le faites. Oui. Ma question, en tant qu'omnipraticien, est-ce que l'examen clinique est suffisant pour faire le diagnostic? Et comment on a recours aux investigations? Et si on a à prendre en charge, est-ce qu'il y a un schéma codifié pour démarrer la prise en charge au cabinet médical? Et quand est-ce qu'on refait? Oui, si votre patient, donc il a les symptômes qu'on a dit, l'urgenturie, la polacurie, la necturie, et que l'examen clinique est normal et que vous n'avez pas d'infection urinaire, vous avez fait une échographie, vous n'avez pas trouvé de calcul ni de tumeur, vous n'avez pas de cause secondaire, donc on est en mesure de le traiter en commençant par les traitements les plus simples jusqu'à ce qu'on... Bon, à votre niveau, vous pouvez les traiter jusqu'à certains niveaux. On a vu les cas où il faut référer, quand il y a un échec de traitement, quand il y a des résidus élevés, quand il y a des signes neurologiques. Donc c'est là mais on est en mesure de faire le diagnostic sur la base de la clinique et en éliminant les causes secondaires évidentes. L'infection urinaire et les autres étiologies comme calcul de hypertrophie prostatique, tumeur de vessie, etc. Et les déficits en oestrogène chez la femme. La femme, absolument. Mais ça aussi, on peut le traiter s'il n'y a pas d'autres causes gynécologiques évidentes qui nécessitent l'avis d'un gynécologue. C'est juste notre question, c'est les pertes d'urine chez l'enfant. Dans quelle classe on peut les classer? Les enfants? D'urine nocturne. Il y a des formes d'énurésie nocturne qui sont dues à l'hyperactivité vésicale et qui répondent très bien aux anticholinergiques. Mais si jamais ça ne répond pas, il faudra... L'énurésie, il a d'autres étiologies que l'hyperactivité. Mais l'hyperactivité fait partie de ces causes de l'énurésie. Il faut essayer de leur donner des cholinergiques selon leur âge, la dose qu'il faut et voir si ça marche, oui, mais il faut pas mettre toutes les énurésies dans l'hyperactivité. Il y a J'ai quelques questions de nos confrères. C'est Dr Issam Bousselman. Bonsoir, Dr Aboulfadl. Merci pour ton exposé, qui est ce qu'il faut référer. Quand est-ce qu'il faut référer un patient qui présente une hyperactivité vésicale à un neurologue et comment faire la différence avec une vessie neurogène? Oui, donc la vessie neurogène va être suspectée sur la présence de signes neurologiques ou là, sur l'examen de la vessie, vous allez voir que c'est un patient, par exemple, qui a une vessie avec un résidu qui dépasse les 300, ça, c'est pas normal s'il n'a pas de problème de prostate évident. Ou s'il c'est un malade qui a une sclérose en plaques ou un Parkinson, maladie d'Alzheimer, s'il a aussi des symptômes urinaires, c'est que la vessie neurogène est suspectée dans ce cas-là. Donc, il faudra ça c'est parmi les cas qui vont nécessiter un examen aérodynamique pour savoir la part des choses, ce qui revient à la lésion neurologique. Bon, ça m'est arrivé de voir des patients qui viennent pour des vessies hyperactives et sur des éléments de suspicion de problèmes neurologiques, on a redressé le diagnostic. Il s'agissait bien d'hématome pseudural qui a traîné. Donc, parce qu'il a une incontinence d'apparition récente et il se plaint aussi un petit peu de vertige. En l'interrogeant un peu plus, on trouve qu'il avait un traumatisme, notion de traumatisme bénin il y a quelques semaines. Et quand on le fait un scanner, on trouve un hématome pseudural. Il faudra les suspecter.
Une autre question de Dr Hassan Bousselman, s'il vous plaît, le bilan à demander en première intention. En première intention, il faudra, après l'examen donc, clinique, il faudra faire l'examen des urines, il faut faire une échographie pour savoir s'il n'y a pas de cause secondaire évidente. Il faut éliminer parce que, par exemple, quelqu'un qui a une tumeur de vessie, vous enlevez la tumeur de la vessie, l'hyperactivité disparaît, ou un calcul de vessie, c'est pareil. Il y a une cause d'irritation locale évidente. Une fois qu'il est enlevé, le problème de l'hyperactivité vésicale disparaît. Donc, il faudra toujours faire un examen clinique approfondi. Il faut faire les examens d'urine, une échographie et un bilan qu'on fait d'habitude vis-à-vis de malades qui se plaignent de signes urinaires. Et donc, ça va nous orienter vers une étiologie, donc une cause secondaire de l'hyperactivité qu'il faut traiter. Une autre une question de Dr Igaman. Est-ce que la neuromodulation est disponible au Maroc? Oui, ça existe. Donc, la neuromodulation du nerf tibial postérieur, ça existe. Hein. Bon, il y a pas mal de kinés qui proposent ça aux malades. Et le dispositif aussi, il est disponible. Et ce n'est pas très cher. Je pense qu'il n'est pas trop cher et ça donne de très bons résultats. Et les patients apprécient ça parce qu'ils peuvent le faire à domicile. Et donc, ce n'est pas trop cher. L'autre, la neuromodulation par implantation de neurostimulateurs, ça coûte très cher. Donc, c'est presque 14 000 €, ça coûte le dispositif. Et que, bien sûr, il nécessite une intervention chirurgicale. Il faudra faire un repérage sous radioscopie, implanter l'électrode au niveau des trous sacrés. Donc, pour pouvoir stimuler, ça se fait sur 2 étapes, l'étape essai et après une étape d'implantation définitive. Une autre question. Mais c'est le prix. Une autre question, docteur Igaman, qui parle de l'huile des pépins de courge. A-t-il un effet bénéfique sur la vessie hyperactive idiopathique? Non, directement, pas sur l'hyperactivité vésicale, mais là, ça rentre dans les formules de phytothérapie pour la prostate. Voilà. Donc, il y a des comprimés d'huile de pépins de courge proposés en phytothérapie pour les patients qui ne tolèrent pas les traitements médicamenteux classiques, les alpha-bloquants, les inhibiteurs de l'alpha-réductase. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on donne. Ouais. Mais il n'a pas d'effet direct, il a un effet sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. Une question de Dr Hind Louaidi qui dit bonsoir tout le monde, merci Dr Boulfad pour cette présentation et sujet choisi et merci au laboratoire Cooper pour son soutien à notre groupe. Mais la question, est-ce que la rééducation vésicale ici au Maroc donne vraiment de bons résultats selon votre expérience? Et merci. Ouais. Oui, ça donne des très bons résultats pour commencer la thérapie. Il faut jamais. Donc, la première étape, c'est ça. Donc, il faudra leur demander déjà de faire le Kegel chez eux et leur expliquer comment ça marche. Après, si ça ne marche pas, c'est le traitement avec les anticholinergiques et la rééducation par un kiné qui est bien entraîné dans la rééducation vésicale. Il y en a, mais très peu au Maroc. Il n'y en a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de kinés qui savent faire la rééducation, le biofeedback et tout ça. Donc, mais généralement, ça donne des résultats et ça permet de réduire la dose des anticholinergiques ou d'aller vers des thérapeutiques plus agressives. D'accord. Oui. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière question par Brahim Aïthaddou. Bonsoir. Est-ce que certains produits à base de plantes type cystinate, sans faire de la publicité pour ce produit, a une action sur l'hyperactivité vésicale? Comme j'ai dit, ça peut agir, mais parce qu'il a un effet sur les infections urinaires récurrentes, on peut prescrire ces produits. Et s'il a un effet, il va avoir un effet
pas direct, c'est par l'intermédiaire de son action sur l'infection urinaire, comme le traitement, comme on a dit, pour les pépins de courge ou l'alpha-bloquant, ou n'importe quel traitement qui va agir sur l'hypertrophie bénigne de la prostate va bénéficier, donc par conséquent, par ricochet, l'hyperactivité vésicale, mais pas directement. Ce sont pas, ceux qui agissent directement, on les a vus, c'est les anticholinergiques ou des médicaments à potentiel anticholinergique. Par exemple, on voit que les antidépresseurs, ils ont un effet anticholinergique, donc ils peuvent bien sûr améliorer plus ou moins les symptômes de l'hyperactivité vésicale. Mais ce n'est pas, les autres, ce n'est pas un effet direct. C'est un effet par l'action sur une cause secondaire. Donc, merci ici, Aboul Fadl, pour votre patience et votre sang-froid et votre façon de dialoguer avec nous et votre exposé. Vous étiez très généreux. On espère vous voir en présentiel. Sinon, un autre webinaire sur un sujet qui sera choisi par notre groupe. Tu es notre ami, l'ami du groupe. Tu as assisté à notre naissance. Très bien, c'est avec un très grand plaisir qu'on a participé à ce webinaire, et merci pour l'idée du sujet, et merci à vous de votre attention, et on continuera sur ce chemin, Inch'Allah. Et merci. Bonne continuation à votre association, et un grand merci à Sir Qadiri et le laboratoire Cooper pour leur participation et leur engagement auprès des médecins. Un autre tour, on remercie Sir Qadiri. ما تنقولوش ليه شكرا لأن صافي واحد منا هو صافي واحد de la famille. Il est de la famille. On le remercie quand même avec son équipe, Jalal et كاع الإخوة اللي كاينين. وشكرا بزاف. Merci pour la réussite. الله يمسكم بالخير. On attend juste que les confrères allument leur caméra. Donc, je crois que tout le monde maintenant peut allumer sa caméra. Oui. Bonsoir tout le monde. On voit. Il n'y a pas tout le monde encore, si. Oui. أنا قاعد محسنين وجهنا صاحبي. Parfait. راك زوينة تيمو بلا باس حسن. Vous pouvez aussi allumer les micros. Hein? Tout le monde peut parler maintenant. En attendant que tout le monde soit connecté. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عصام. نتمنى نتلاقاو ان شاء الله قريبا او بريزونسيال. ان شاء الله. الله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله. يا ربي يا ربي. شكرا سي بو الفضل، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، الله يحفظكم. وشكرا سي القادري. Avec plaisir. Pour votre soutien. بارك الله فيك. On attend qu'il y ait encore des aides. Vous allez rejoindre. بس مشاو يمشطوا ولا شي يديروا ولا الريحة تتسناو العشاء ديال السي القادري. هي هنجت. Une autre. Micro. Activez le micro. Audio, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va, mais c'est les cons, Kouchi Bekher. Très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup pour la présentation. C'était impeccable. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Qadiri. Avec plaisir. Pour ton soutien. Avec plaisir. Comment vous êtes des amis du groupe. Ouais. Vous nous connaissez, Kimagal Dr Simou, depuis notre... Ça fait 3 ans ou 4 ans d'avant. Ouais. Notre grossesse. Mais ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir. Voilà, j'en ai pris 3. S'il y a encore... Oui. Oh, c'est vrai. Je conduis. Il est en voiture. Je conduis. J'ai bien suivi votre webinaire qui est très intéressant. Shukran si Aboul Fadl. Merci beaucoup. Merci à Cooper. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
C'est bon. Merci à Je vous. vous remercie. Bonne Merci. soirée. À la prochaine fois, Bonne soirée. Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne fin de Alaikum. soirée à tout le monde. Merci. Inch'Allah. Slama. Au revoir. Merci. Salam alaikum. C'est bon. Slama.